Pour l'instant, l'urgence, c'est de débarrasser le sud Liban de tout danger par rapport à la première ligne, si vous voulez, des localités israéliennes. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Nissim Slaman. Nissim, bonjour. Bonjour, comment ça va ? Merci. Chez nous, ça va très bien. On passe la fête de Pessah dans des circonstances assez particulières, il faut bien l'avouer. Avec vous, je voudrais que l'on aborde deux dossiers. D'abord, parce que vous êtes officier de réserve de l'armée israélienne, je voudrais avoir votre appréciation sur ce qui se passe, en particulier au sud Liban, parce qu'il y a de très importantes forces militaires israéliennes qui sont déployées sur le terrain. Votre appréciation, parce qu'on a le sentiment, dans un premier temps, et c'est ce que dit aujourd'hui encore le chef d'état-major de Tsahal, qu'il faut absolument tout faire pour désarmer le Hezbollah, mais on a le sentiment que c'est pas obligatoirement lors de cette confrontation actuelle, lors de ce round, que l'on va y parvenir. Parce que pour la simple et bonne raison que si on s'arrête au fleuve Litani, eh bien, de l'autre côté, le Hezbollah, il reste toujours armé. Comment on résout cette quadrature du cercle ? Ok, il faut bien faire la différence entre le danger sur Israël et quel type de danger et l'histoire politique du désarmement du Hezbollah. Le désarmement du Hezbollah est un problème politique qui se fait au Liban lui-même. Le Hezbollah, il a deux grandes zones sur lesquelles qu'il gère, qu'il contrôle, sur lesquelles il influence. C'est le sud du Liban, donc depuis Israël jusqu'au Litani et un peu plus. C'est là où on peut vraiment régler le problème, surtout contre les missiles anti-tanks qui sont tirés sur la frontière israélienne et sur les obus de mortier et sur les missiles de courte durée, de courte portée. Et par contre, il y a un autre endroit, c'est la Bakaa, c'est la vallée de Jourdain, la vallée entre la Syrie et le Jourdain plus exactement, qui est plus au nord, où là, et c'est beaucoup plus compliqué pour Israël, d'abord parce que c'est beaucoup plus longue distance. On a la majorité de la population chiite qui habite là-bas, et c'est une zone qui est beaucoup plus, on va dire, qui est beaucoup plus loin de la frontière israélienne. C'est beaucoup plus compliqué à régler. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est dans une logique d'effacer un des problèmes, d'effacer en fait le problème du sud Liban, de repousser tous les militants de Hezbollah, et en fait tous les habitants, à part peut-être quelques villages druzes ou chrétiens qu'on pourrait laisser, mais vraiment tous les habitants du Hezbollah, toute la base chiite du Hezbollah depuis le sud Liban, d'avoir une sorte de zone de contrôle qui va jusqu'au Litani, qui est la frontière naturelle de la Galilée, c'est la frontière naturelle d'Israël, c'est pas la frontière bleue entre Israël et le Liban qui a été inventé entre les Français et les Anglais, mais le Litani. Et ensuite, pour désarmer le Hezbollah dans la Bika, Israël, c'est pas un truc qu'on peut le faire aujourd'hui, ni au niveau politique, ni au niveau de la possibilité de le faire. C'est rentrer là-bas, occuper, passer maison par maison et faire une vraie occupation qui durera des dizaines et des dizaines d'années. Donc oui, on peut parler d'un côté de désarmement de Hezbollah si on fait aussi un volet qui est politique. Un volet politique, ça veut dire par exemple un accord avec les forces syriennes, qui sont des forces djihadistes, mais qui ont dans ce cas-là les mêmes intérêts. Un accord avec l'armée libanaise qui est à 40% chiite et donc qui pour l'instant ne peut pas agir contre le Hezbollah. Donc ça va prendre du temps. Donc on peut parler de désarmement du Hezbollah comme question politique sur terme plus long. Pour l'instant, l'urgence, c'est de débarrasser le sud Liban de tout danger par rapport à la première ligne, si vous voulez, des localités israéliennes, que les premières lignes des localités israéliennes arrêtent de recevoir des armes anti-tanks, arrêtent de recevoir des obus de mortier, arrêtent de recevoir des roquettes à courte portée. Mais concrètement, les roquettes aujourd'hui déjà, elles sont tirées par le Hezbollah au nord du Litani, vers le territoire israélien. Donc finalement, ça ne résout pas le problème. Oui et non. Première chose, c'est beaucoup, on va dire comme ça. De tirer une roquette depuis le nord du Litani, il faut que j'ai une roquette qui soit de moyenne portée, plus ou moins. Donc c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup moins, ça coûte beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus compliqué, c'est plus facile pour les services de renseignement à suivre et à empêcher. Deuxième chose, il y en a beaucoup moins qui tombent. Par contre, quand le Hezbollah, il est vraiment à la frontière, de l'autre côté de la frontière, et qu'il t'envoie des obus de mortier, on peut avoir il n'y a pas de limite au nombre d'obus de mortier. Il n'y a pas de limite aux armes anti-tanks, il n'y a pas de limite au nombre de... Donc il y a un autre côté qui est beaucoup plus compliqué. La deuxième chose, quand mes soldats sont sur le Litani ou entre Israël et le Litani, entre la frontière actuelle et le Litani, le Hezbollah, aujourd'hui, c'est ce qui se passe, va tirer la plupart de ses munitions contre les forces israéliennes, contre les forces de Tsahal qui sont au Liban, et pas contre les localités israéliennes. Le but d'un soldat, je le rappelle, et c'est toujours important de le rappeler, le but d'un soldat, c'est de mettre son corps mortel entre l'ennemi cruel et la famille qu'il aime derrière. Et c'est ce que font les soldats au sud Liban. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la plupart des tirs, le Hezbollah est occupé à attaquer Tsahal au sud Liban et pas à attaquer les localités civiles israéliennes au-delà de la frontière. Donc oui, il y a une certaine importance.
Une question plus générale. On est à 6 semaines de guerre. On voit que les Iraniens, le régime iranien tient le coup. Il est capable, malgré les annonces de Trump, par exemple, d'éliminer, enfin, de détruire un avion de chasse avec son système de défense. On voit que, eh bien, malgré tous les efforts, malgré des milliers de cibles déjà frappées, eh bien, le régime semble tenir en place. Y a chez vous une forme de déception par rapport à la différence entre les objectifs aujourd'hui qui étaient annoncés depuis le début et la durée, la prolongation de ce conflit? Pas du tout. Pas du tout. Pour l'instant, Israël et les États-Unis gagnent de manière très très claire ce conflit. Il n'y a aucun problème. Tout ce que vous voulez dire, c'était prévu. On va faire les choses chose par chose. D'abord, le régime va continuer à tenir. Le régime tiendra. C'est un régime de fanatiques, de gens qui sont là de manière religieuse. Le seul élément qui peut faire tomber le régime, c'est le peuple iranien. Et pour ça, le peuple iranien doit être armé. Ok, on l'a vu ça. Et en février, quand le peuple iranien s'est soulevé, il y a eu entre 30 et 40 000 morts tués. Il n'y a que le peuple iranien, quand il sera armé, qui pourra faire tomber le régime. Personne n'a pensé à faire tomber le régime par une campagne de bombardement. Et dès le départ, dès le premier jour, donc les gens ont dit oui, on n'a pas atteint les objectifs. Le premier jour des bombardements, quand ça a commencé, Netanyahou était à la télé, il a dit le but n'est pas de faire tomber le régime, mais de faciliter que le peuple iranien, de faciliter au peuple iranien de faire tomber le régime. Ok ? Donc dans tous les cas, les bombardements ne feront pas tomber le régime. Il n'y a que le peuple iranien dans la rue avec des armes, avec des kalachnikovs, qui pourra faire tomber le régime. Et pour ça, on bombarde le Basij, on bombarde les forces de passe d'Aran, etc. Donc c'est la première chose. Deuxième chose, pour un avion de chasse. Quand on parle de supériorité aérienne, ça n'existe pas une supériorité aérienne de 100%. On a vu des tirs et des dommages amis, de tirs bleus contre bleus comme on connaît. Et plus que ça, le fait qu'on détruit tous les radars, il suffit qu'il y ait un gars avec une automitrailleuse, avec des gros obus, qui voit avec son œil et qui arrive à toucher un avion. Il n'y a pas de 100%. Donc oui, il y a une supériorité aérienne très très claire. On parle de dizaines de milliers de sorties qui ont été faites par les Américains et par Israël, en passant plus par Israël que par les Américains. Donc il y a une totale supériorité aérienne. Et le fait qu'après quelques semaines, il y a un avion qui tombe, c'est vraiment, je veux dire, il n'y a pas de problème. Et on a vu aussi qu'on a pu récupérer les deux pilotes, qu'on a plutôt récupéré. Il n'y a aucun problème que les Américains ont pu récupérer. Et la troisième chose par rapport à la durée, les Anglais, pendant le Blitz, et en passant la dernière tuée britannique, c'était en 1945, un mois avant la fin de la guerre. Première chose. Les Anglais, ils ont perdu entre 60 000 et 70 000 tués civils pendant les Blitz par les bombardements allemands. Ok, keep calm, carry on. Tout va bien, on a quelques dizaines de morts. Chaque mort, c'est un monde entier. Mais au bout du compte, on a quelques dizaines de morts, alors que d'après les prévisions, si on n'avait pas cette campagne, on aurait eu des centaines de milliers de morts, si ce n'est pas des dizaines ou des centaines de milliers de morts, par des gros bombardements. Aujourd'hui, les Iraniens, ils arrivent à tuer une vingtaine de missiles par jour. C'est tout. On parlait de milliers de missiles. On parlait de centaines de missiles d'Iran, de milliers de missiles depuis le Hezbollah. On parlait que du Hezbollah de 10 à 15 milliers de morts. Je rappelle les titres dans les journaux il y a même pas un an et demi. Donc, oui, c'est difficile, mais on doit tenir. Moi, j'ai pas de boulot, je rappelle, moi je suis guide, j'ai aucun boulot, il n'y a aucun touriste qui vient, mais je sais que je tiens pour avoir une meilleure situation après. Donc oui, c'est difficile, on est dans les abris, c'est galère, tout le monde est galère, mais au bout du compte, tout va bien. Alors, ça, c'est le premier sujet avec lequel je voulais dialoguer avec vous, duquel je voulais parler. Mais je voudrais aussi avoir votre appréciation sur ce qui s'est passé, on va dire, sur le plan intérieur. Parce qu'on le sait, vous êtes régulièrement sur notre antenne pour exprimer votre colère par rapport à certains décrets de la Cour suprême. Et je peux légitimement supposer que samedi soir, vous vous êtes arraché les cheveux en écoutant le verdict de la Cour suprême qui a autoriser 600 manifestants qui d'ailleurs sont des manifestants contre la guerre, à manifester sur l'esplanade du théâtre Habima à Tel Aviv, alors que la défense passive avait autorisé la possibilité d'une manifestation de 250 personnes dans le meilleur des cas. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Pourquoi est-ce que vous avez bel et bien été en colère ? D'abord, il faut préciser, ce qui m'embête, c'est pas la décision de la Cour suprême. Ce qui m'embête, c'est sa possibilité de décider en l'encontre de la loi. C'est ça qui m'embête. C'est le fait que la Cour suprême, qui n'est pas élue, n'a aucune limite à son pouvoir. Dans le système israélien, il n'y a aucune limite au pouvoir de 15 juges qui ne sont pas élus de manière démocratique. Aucune limite. Ils peuvent décider ce qu'ils veulent dans leurs arrêts. Ceux qui veulent absolument
contre avec la loi, on s'en fout. Ce qui me dérange, c'est pas telle ou telle décision, mais le pouvoir qu'ils ont. Un pouvoir qui est autocratique, un pouvoir qui est antidémocratique, qui sont au-dessus et qui, en fait, ils ont annulé la démocratie en Israël. Deuxième chose, non, Shabbat, je me suis pas arraché les cheveux parce que c'est la chose qui m'a le moins surpris au monde. Je rappelle que la Cour suprême se fiche totalement de la loi. Je rappelle que la Cour suprême, tout à l'heure, vous parlez de professeur Al-Bashan. Le professeur Al-Bashan, il n'a pas deux ou trois trains de retard. Le professeur Al-Bashan, il est encore dans une carèche, dans une carriole comme ça, comme au XVIIIe siècle, alors que nous, on est déjà dans des jets et qui vont plus vite que Mach 3. Et pourtant, il est très critique envers la Cour suprême. Il est très critique et encore, il soutient le professeur Al-Bashan, malgré qu'il est critique, il dit encore qu'il faut respecter les arrêts de la Cour suprême, même quand ils annulent des décisions, et même quand ils veulent, par exemple, aujourd'hui, vider un ministre sans raison. Mais le professeur Al-Bashan dit comme quoi il faut respecter les règles de la Cour suprême, même quand ils annulent une des lois suprêmes. Donc, très bien, le professeur Al-Bashan est critique, mais encore, il est très très loin en retard. La Cour suprême, les places des juges sont dans leur prison, pas ailleurs, sont en prison. Je suis prêt à accepter un compromis, ne pas les mettre en prison s'ils acceptent aujourd'hui que les nouveaux juges suprêmes soient choisis de manière démocratique, comme dans tout pays démocratique. Ça n'existe pas une Cour suprême qui est choisie par un comité de 9 personnes, dont la majorité, c'est même pas des juges, c'est même pas des élus. C'est ridicule. Donc, désolé pour le professeur Al-Bashan, il est vraiment en retard. Sa critique est très sympa, mais il est toujours en train de dire il faut écouter. Je rappelle que la Cour suprême a le sang sur la main, pas seulement le sang de la personne de la vieille personne qui a eu une crise cardiaque samedi soir, mais par exemple, parle de la famille Khatouel. J'ai pris mon papier, j'ai bien marqué leur nom ce matin. Madame Khatouel, ouais. et en 2004, Tzal voulait détruire une série de bâtiments sur la route à Gaza. Le Bagatz, la Cour suprême a décidé de ne pas le permettre. Ce qui s'est passé, c'est que derrière ces bâtiments, des terroristes se sont cachés, ont tiré sur une voiture, 4 morts. Je parle d'une petite fille, de la maman qui avait 33 ans, d'une petite fille, Ila qui avait 11 ans, de Hadar 9 ans, de Roni 7 ans, de Mera 2 ans. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Encore une fois, la Cour suprême est dangereuse pour le pays. La Cour suprême se fiche totalement de la loi. Et je suis sûr et certain, et c'est à 1000%, tout le monde est d'accord que si Bima, samedi soir, c'était pas des manifestants d'extrême gauche, anti-sionistes en passant, mais c'était des manifestants de droite qui étaient là pour qu'on gagne la guerre et pour continuer la guerre, je suis sûr et certain qu'ils n'auraient pas permis la manifestation. C'est clair et certain qu'ils n'auraient pas permis la manifestation. Donc oui, le problème de la Cour suprême, il est double. Le premier problème, c'est qu'ils sont autocratiques, qu'ils ont annulé la démocratie en Israël. Le deuxième problème, c'est qu'ils font ça de manière d'extrême gauche. C'est même pas la gauche sioniste classique. C'est vraiment l'extrême de l'extrême gauche. Ils se fichent totalement de la loi. Et pourquoi ils le font ? Est-ce que c'est parce que justement, c'est ce qu'il disait le professeur Al-Bashan, il disait c'est pour délimiter un territoire qu'ils veulent conserver on va dire dans la palette des pouvoirs ? Encore une fois. Merci pour le professeur Al-Bashan. Le pouvoir total corrompt de manière le plus totale. Le pouvoir absolu corrompt de manière absolue. Ils le font parce qu'ils le peuvent. Tout simplement parce qu'il n'y a aucun contrôle il n'y a aucune limitation à leur contrôle. Quelqu'un qui peut, si demain Netanyahou peut faire ce qu'il veut, il fera ce qu'il veut. Si demain, moi, je fais ce que je veux, on me met comme dictateur, je ferai ce que je veux, même en l'encontre de la loi, parce que je peux faire ce que je veux. C'est le propre de l'être humain. À partir du moment où on a 15 personnes, dont leur chef, Amit, qui s'est autoproclamé, je rappelle que Amit n'est pas le président de la Cour suprême de manière légale. Il est le président de la Cour suprême parce qu'il a décidé d'être le président de la Cour suprême. Ils n'ont aucune limite à leur pouvoir, donc ils font ce qu'ils veulent. C'est tout. Et donc, ils décident non pas par rapport à la loi, ils décident par rapport à la loi quand ça les arrange, mais quand ça les arrange pas, ils décident contre la loi, quand ça les arrange au niveau idéologique ou personnel, parce que le pouvoir le plus total corrompt de manière le plus totale. Le problème est structurel. Le problème n'est pas un tel ou un tel. Le problème est structurel. À partir du moment où j'ai un comité, un junte de 15 personnes qui décident ce qu'ils veulent, qui n'ont aucune limitation, ils feront ce qu'ils veulent. C'est le pouvoir absolu. Ouais. Tout le monde le connaît. On a besoin faut revenir 200 ans en arrière, de lire le Fédéraliste, de lire les écrits qui ont été écrits pendant la Révolution américaine et pendant la Révolution française, pendant les autres révolutions, et de comprendre le plus simple possible. C'est pas pour rien qu'on a fait une démocratie. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, à juste titre, les manifestants disent oui, on veut pas des réformes qui donnent un pouvoir absolu au gouvernement. Je suis d'accord avec eux, personne ne veut une réforme qui donne un pouvoir absolu au gouvernement, parce que personne ne veut une réforme qui donne un pouvoir absolu à qui que ce soit. Mais de la même manière, on ne veut pas de pouvoir absolu aux juges. On veut une contrebalance contre le pouvoir des juges. Et pour l'instant, cette contrebalance n'existe absolument pas. Eh bien, on l'a bien compris. Merci beaucoup, Nissim Slama, de nous avoir exprimé votre appréciation, à la fois sur le plan sécuritaire et également donc sur le plan juridique. Merci d'avoir été avec nous ce matin en cette fête de Pessah et Chag Sameach, Moadim Lesimcha. Chag Sameach, bonne fête.